À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais remercier Xavier et Wafa pour leur mot d'accueil. Pardon. Allô. Je suis triplement heureux d'être ici aujourd'hui et de co-organiser ce second forum régional Clic Nord. D'abord parce que je pense que le Louvre-Lens est un des musées français qui a le mieux compris et tiré parti du numérique dès sa création. Le Nord-Pas-de-Calais est une des régions qui aime le plus ces musées et qui les soutient le plus. Et c'est en outre une région qui a compris avant d'autres que patrimoine, numérique et entreprise constituent un trinôme gagnant. Donc je voudrais à nouveau remercier les 4 partenaires de la journée d'aujourd'hui, le Louvre-Lens, Louvre-Lens-Vallée, Pictanovo et la région des musées. Vous remercier tous. Nous avions 140 inscrits représentant 56 institutions et entreprises. Je voudrais avoir une petite pensée pour nos voisins belges qui sont venus nous voir et nous donnerons la parole à 2 d'entre eux, un intervenant de Mons et un intervenant de Bruxelles. Vous avez pu le voir sur le programme, le programme est compact, dense, avec 15 intervenants, 8 femmes et 7 hommes. Nous avons tenu à garantir, à faire en sorte que la parité soit obtenue. Et sans plus tarder, je vous propose de commencer tout de suite par la première partie de cette journée, qui est le cahier de tendance du clic. Merci encore à notre hôte et à notre partenaire. Ah oui, vous m'entendez ? Donc comme je vous le disais, je vais commencer cette matinée par le cahier de tendance. C'est un panorama en fait des principales bonnes pratiques dans le numérique patrimonial en France et à l'étranger, qui va vous permettre de faire une sorte de petit tour du monde de ce qui s'est passé dans ce secteur depuis un an. Finalement, je vais prendre celui-là. Désolé, alors, 3 petits mots sur le Clic France pour les personnes qui ne connaîtraient pas entièrement la structure. Donc, c'est une plateforme collaborative qui a été créée en octobre 2008, qui regroupe aujourd'hui 110 institutions, collectivités et entreprises qui collectivement gèrent 400 lieux. Depuis octobre 2008, nous avons organisé 50 événements, dont deux événements dans le Nord, le premier au LAM et le second aujourd'hui ici. C'est la première plateforme en langue française d'information sur le numérique dans les musées et dans les lieux de patrimoine. Et via les newsletters et via les différents réseaux sociaux, nous mettons en réseau plus de 5000 professionnels. Alors, comme je vous le disais, on va commencer un petit tour du monde des principales tendances sur le numérique et le patrimoine, comment le numérique réinvente l'expérience muséale et patrimoniale dans sa partie médiation, communication et éducation. Alors, la révolution numérique, elle n'impacte pas seulement les musées ou le patrimoine, elle a d'ores et déjà impacté d'autres secteurs industriels ou culturels dans 3 dimensions principales: la mobilité, la communauté, la virtualité. Pour vous donner 3 chiffres correspondant à ces 3 tendances de fond, dans le monde aujourd'hui, il y a plus d'utilisateurs de téléphones portables que d'internautes, puisqu'il y a 4 milliards d'utilisateurs de téléphones portables et 3 milliards d'internautes. Ça, c'est pour la partie mobilité. La partie virtualité, la première industrie culturelle en France, mais aussi dans le monde, ce sont les jeux vidéo. Pour vous donner 2 chiffres pour avoir une idée de cette importance du jeu vidéo. Le jeu vidéo représente près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France.
Les entrées en salle, qui est la seconde activité culturelle, c'est à peu près 1,7 à 1,8 milliard d'euros la même année. Troisième tendance importante et impact important du numérique dans les comportements sociaux, la communauté. Aujourd'hui, 70% des internautes utilisent au moins un réseau social et 45% des Français sont abonnés à au moins un réseau social, dont 32% à Facebook. Donc ces trois tendances lourdes du numérique, la mobilité, la communauté et la virtualité, ont commencé à impacter le patrimoine numérique. Et l'impact sur les trois temps de la visite, l'avant, la préparation, le pendant, son enrichissement, et l'après, la post-visite. Ces révolutions numériques impactent le comportement du visiteur de trois manières. Demande plus forte d'implication, demande plus forte d'interaction, demande plus forte de personnalisation. Impact également sur la philosophie du musée et du lieu de patrimoine. On a longtemps parlé de visite, aujourd'hui il faut parler d'expérience, enrichie, interactive, personnalisée. On reprend les autres tendances du numérique mobile. Et du coup, les institutions patrimoniales font face à un pari, un challenge, replacer le visiteur au cœur de l'expérience, que ce soit pour une expérience réelle, la visite du musée, ou une expérience virtuelle, les musées virtuels, les musées à distance. Une des solutions, transformer le visiteur en visite-acteur. Alors le visite-acteur, il a 5 visages, ou 5 comportements. Il peut être contributeur, il peut être créateur, joueur, programmateur, et on peut rêver, et c'est déjà un peu le cas, financeur ou cofinanceur. Alors le visiteur contributeur, c'est ce qu'on appelle en anglais le crowdsourcing. C'est la manière dont les institutions patrimoniales mettent à contribution le visiteur, qu'il soit réel ou à distance, pour apporter, enrichir des contenus à leur site internet, mais également à leur base de données ou voire même à leurs expositions. Alors, il y a de nombreux exemples. À chaque fois, je développerai un exemple parmi cette liste, mais de toute façon, l'intégralité de la présentation sera en ligne sur le site du CLIC demain. Alors, l'exemple pour moi qui est aujourd'hui le plus parlant et qui est le plus récent, c'est l'exemple du projet Mossoul 3D, qui est un projet qui a été lancé par 2 étudiants, qui sont étudiants à Genève, qui font un PhD, et qui ont, suite à la destruction des vestiges en Syrie par Daesh, excusez-moi pour la faute d'orthographe, ont décidé de reconstituer une partie des vestiges qui ont été détruits par Daesh, en mettant à contribution des internautes qui étaient passés sur le site depuis 20 ans, qui avaient pris des photos. Donc les internautes sont invités à envoyer les photos à ces 2 jeunes étudiants, et à partir de ces photos, les étudiants sont en train de reconstituer une partie des œuvres qui ont été détruites, de les modéliser et de les mettre en accès libre, en fichier 3D, pour pouvoir les visionner, et pourquoi pas pour pouvoir les imprimer avec une imprimante 3D à domicile, donc faire revivre quelque part des monuments qui ont été rayés de la carte. Ils vont faire la même chose avec les œuvres qui heureusement avaient été mises à l'abri avant l'arrivée de Daesh, mais ces œuvres sont tellement mises à l'abri qu'elles sont aujourd'hui plus visibles, donc ces œuvres vont aussi être modélisées pour que le monde entier puisse les voir. Donc pour moi, c'est vraiment un exemple de visiteur-contributeur, en plus en lien vraiment avec l'actualité du moment. La deuxième manière d'impliquer le visiteur, c'est de le transformer en créateur. Et là, donc, je vous ai mis plusieurs exemples. Il y a eu des exemples récents en France. Un exemple que j'ai bien aimé, c'était pour l'exposition Félix Vallotton, où la RMN, pendant cette exposition, la RMN a invité des internautes à écrire des nouvelles, et la RMN a publié les meilleures nouvelles sur un e-book mis à disposition gratuitement. L'autre exemple qui a une dimension plus importante, c'est ce qu'a fait le Columbus Museum of Art, qui a lancé un concours photo,
qui a reçu 45 000 photos de 90 pays et qui a accroché les 300 meilleures photos dans le musée, dans une des salles du musée. Donc là, la création des visiteurs est devenue œuvre exposée dans le musée, à côté des œuvres majeures du musée. Autre exemple que je trouve intéressant, c'est le Metropolitan Museum de New York, qui met à contribution ces jeunes visiteurs et qui, dans le cadre d'ateliers, leur fait construire des petits films vidéo à partir ou inspirés des œuvres de la collection du Metropolitan. Troisième caractère de ce visitateur, c'est le visiteur-joueur. Je vous l'ai dit, le jeu vidéo est la première industrie culturelle. C'est aussi l'industrie, enfin l'activité qui occupe le plus de temps dans le loisir, à la fois des Français et des habitants des autres pays. Donc évidemment, cette pratique culturelle du jeu impacte la manière dont on écrit, dont on scénarise, dont on met à disposition des ressources. On ne peut plus se contenter de mettre des ressources sous la forme de bases de données ou de contenus arides. Il faut que les contenus soient scénarisés, voire ce que les experts appellent ludifiés, c'est-à-dire transformés dans une logique de jeu. Donc il y a deux manières de le faire, et qui se font déjà dans les musées, notamment les musées français. C'est d'insuffler ou d'intégrer cette mécanique éditoriale de gamification dans les contenus Internet. C'est ce qu'a fait par exemple très bien les musées de la ville de Paris avec un jeu pour enfants qui s'appelle Mission Zigomar, qui incite en plus à jouer sur Internet avec une tablette, mais aussi à aller visiter le musée, notamment en groupe scolaire. Et l'autre manière, c'est d'aller sur des mécaniques de jeu encore plus poussées, avec ce qu'on appelle les serious games. Donc là, la France est plutôt en avance, puisqu'il y a eu plusieurs exemples assez performants, de très bonne qualité. Je pense notamment à l'exemple du CMN, qui a quasiment fait un jeu vidéo autour de ses principaux monuments, et qui permet de visiter des monuments du Centre des monuments nationaux de toute la France, et de jouer à plusieurs. Donc le jeu s'appelle Au Fabulis. C'est un jeu gratuit. Autre jeu que le CMN a également lancé récemment, c'est Le Roi et la Salamandre, qui a été produit par une start-up, qui a également produit un autre jeu qui s'appelle Medélia pour l'Institut du monde arabe. Ces deux jeux en plus ont une mécanique intéressante, puisque c'est la mécanique du freemium. La première étape du jeu, comme tous les jeux sur lesquels je suis sûr que vous jouez dans les transports en commun ou quand vous avez un peu de temps libre, la première étape est gratuite, et les secondes étapes, vous payez 0,99 ou 1,99 €. Donc il y a une logique aussi de modèle économique et de remontée de ressources. Et le dernier jeu que j'ai trouvé très intéressant, c'est le jeu qui a été fait par France TV Éducation et le Louvre, qui s'appelait Sauvons le Louvre, et qui raconte de manière ludique la manière dont les œuvres du Louvre ont été protégées avant que les armées d'Hitler essaient de mettre la main sur les principaux chefs-d'œuvre du musée du Louvre. La dernière manière, et manière originale, de mettre du jeu dans l'institution patrimoniale, c'est ce qu'a fait le Victoria and Albert Museum de Londres, qui a invité pendant 6 mois un artiste geek, et qui lui a dit: vous restez 6 mois chez nous, vous travaillez, vous discutez, vous rencontrez les équipes, et avec vos aptitudes artistiques et vos mécaniques, on va dire ludo-interactives, vous essayez d'imaginer quelque chose à partir de la collection. Et donc à la sortie de ces 6 mois, cet artiste a créé une application mobile très ludique, qui utilise les ressources, le catalogue et les collections du V&A, mais de manière ludique, et l'application est maintenant en ligne gratuitement sur les plateformes, et va sans doute se décliner avec la même mécanique sur d'autres éléments de la collection du V&A. Alors ça fait hurler quand je mets cette slide en général. J'ai des réactions dans la salle, c'est lorsque je dis que le visiteur pourrait aussi devenir commissaire. On va dire co-commissaire. Donc ça, c'est aussi une tendance qu'on observe, où pour mieux impliquer les visiteurs et les amis des musées, on les implique également dans la curation des expositions. Donc là, il y a eu beaucoup d'exemples déjà. Donc c'est l'exemple en Angleterre où les visiteurs ont choisi certaines des œuvres contemporaines exposées. C'est l'exemple du Museum of Fine Art de Boston
qui a beaucoup d'œuvres impressionnistes dans sa collection et qui a proposé aux internautes de choisir les 10 œuvres préférées pour les accrocher. Et l'exemple le plus abouti, c'est le Fry Art Museum de Seattle, qui a dit « Je vous mets à disposition mon catalogue, amis internautes du monde entier, et à vous de choisir, de faire votre exposition idéale. » Et donc pendant plusieurs mois, 5000 personnes ont voté sur Twitter et ont choisi parmi les 232 peintures, de la collection, pas l'intégrité de la collection, mais 232 peintures, leurs œuvres préférées, et cela a donné lieu à l'exposition par les internautes qui n'étaient pas du tout préparés ou conçus par les conservateurs ou les commissaires du musée. Je vous le disais, le visiteur, il peut aussi devenir financeur, cofinanceur, on va dire, mécène. Donc c'est évidemment la logique du financement participatif et du crowdfunding. Alors, il y a maintenant, ça fait 2 ou 3 ans que le crowdfunding est arrivé dans la sphère muséale. Donc on peut établir une sorte de typologie des types d'intervention du visiteur financeur. Alors il peut intervenir pour financer une exposition. Il y a 3 ou 4 jours, par exemple, la collection Lambert d'Avignon a lancé sur une des plateformes de crowdfunding un appel pour collecter 50 000 € pour faire une exposition. C'est son exposition importante parce que c'est l'exposition de réouverture après les travaux, consacrée à Patrice Chéreau. Et sur le site internet de la collection, le président de la collection, Yvon Lambert, explique dans le contexte économique que vous connaissez, etc. Nous avons besoin de vous, internautes, non pas pour faire l'exposition, mais pour faire en sorte de pouvoir amener dans cette exposition 4 chefs-d'œuvre qui nécessitent des coûts de transport ou des coûts d'assurance un peu plus importants. Donc on ne vous demande pas de financer l'exposition, on vous demande de financer, on va dire, un plus de l'exposition pour que l'exposition soit encore plus belle. Et financer également quelques outils pédagogiques ou multimédia autour de cette exposition. Donc l'objectif pour la collection Lambert, c'est 50 000 €. Le financement participatif a également servi à financer des outils d'exposition. Donc par exemple, des dispositifs sensoriels et audiovisuels du musée de l'Air et de l'Espace, un site web aux États-Unis pour une exposition. Donc deuxième type d'intervention, c'est la rénovation des lieux. C'est peut-être ce qu'on connaît le mieux, notamment en matière de patrimoine. Donc c'est par exemple l'opération Food Patrimoine avec VMF, la restauration de la verrière du Muséum de Lille, on en parlera plus tard. Autre exemple dont on a beaucoup parlé, c'est la rénovation d'une œuvre. Donc là, on peut parler de la Victoire de Samothrace au Louvre, on peut parler de la girafe empaillée, naturalisée du Muséum de Toulouse, dont l'appel à projet va se faire en septembre, et on peut parler de l'atelier du peintre de Courbet, à Orsay. C'était un budget de 600 000 €, et le deal d'Orsay, ou le message d'Orsay était de dire, sur les 600 000, on propose au public d'en apporter 25%, c'est-à-dire 150 000, et donc l'objectif a atteint, puisque 150 000 € ont été collectés. Et enfin, on peut parfois même sauver une collection, c'est ce qui s'est passé en Angleterre il y a quelques mois, où une collection était sur le point d'être dispersée dans une vente aux enchères, et les Anglais se sont mobilisés largement puisqu'ils ont collecté plus de 2,5 millions de livres en un mois pour faire en sorte que la collection soit conservée dans son intégrité et transmise au Victoria et Albert Museum. Une autre manière d'impliquer le visiteur dans le financement, alors c'est une manière que je trouve très intéressante et qui a été plutôt lancée dans les pays anglo-saxons, qui est ce qu'on appelle le micro-don, donc qui consiste à proposer au visiteur réel, lorsqu'il fait la démarche de venir visiter un lieu, avant ou après sa visite, de rajouter quelque chose au prix du billet, toujours dans cette optique de contribuer à l'enrichissement de la collection ou à la rénovation des lieux. Donc il y a eu des cas dans le patrimoine. C'est par exemple le Centre des Monuments Nationaux pour l'exposition Saint-Louis qui a proposé, dans le cadre de son opération, devenez mécène pour 1 € de plus. Lorsqu'on visitait l'exposition Saint-Louis à la Sainte-Chapelle, on rajoutait 1 € qui allait dans une caisse pour rénover le lieu. Autre exemple, qui en plus a une dimension sociale très forte, c'est l'idée du musée Jeanne Albrecht d'Orthez, appelé le billet suspendu. Et donc là, quand vous achetez un second billet,
pour une personne qui n'aurait pas les moyens d'acheter son propre billet, vous bénéficiez d'un prix réduit pour votre propre billet et vous achetez un billet qui sera mis à disposition des associations caritatives de la région d'Orthez pour permettre à ces publics de visiter également le musée. Et troisième initiative qui a été lancée à Bordeaux, c'était un peu le même principe que ce que j'évoquais tout à l'heure pour le monument. Ça s'appelle Ticket Mécène. C'est au moment de l'achat du billet d'entrée de l'exposition, le musée propose aux visiteurs de rajouter 3 € pour enrichir la collection du musée. Ça a tellement bien marché que la marque Ticket Mécène, qui est une marque qui a été créée et déposée par la ville de Bordeaux, vient d'être mise à disposition de la ville de Chartres pour que le musée des Beaux-Arts de Chartres lance la même opération sous la même marque, Ticket Mécène. Dernier aspect, je vous ai parlé des révolutions numériques qui impactent la manière dont le visiteur se comporte et dont, du coup, les institutions patrimoniales doivent accueillir le visiteur. Évidemment, les révolutions numériques ne se font pas sans des outils numériques nouveaux. Et donc, il y a 4 outils qui, selon moi, vont révolutionner ou vont continuer d'impacter la manière dont les institutions patrimoniales négocient ce virage numérique. Les robots. On en a parlé il n'y a pas longtemps, notamment sur le château de Voiron, qui permet aux robots d'aller visiter le premier étage dans un monument classé qui ne peut pas être doté d'un ascenseur. Donc le robot permet de faire cette visite pour les personnes empêchées. L'impression 3D, j'y reviendrai tout à l'heure. La géolocalisation indoor, on en parlera tout à l'heure avec le MUDO d'Oise, qui permet donc de géolocaliser à l'intérieur des monuments ou des musées le public, pour lui apporter des services liés à sa localisation. Et enfin, les outils d'immersion, alors ça on en parle énormément aujourd'hui, tant dans les espaces d'immersion, les salles, qu'évidemment par le biais des lunettes immersives, notamment l'Oculus Rift qui a été racheté par Facebook. Et pour terminer, je vais vous donner un exemple de la manière dont un artiste, par exemple, grâce à ces évolutions numériques, à ces nouveaux outils, se voit revivre sous des visages différents avec ces nouvelles technologies. Donc c'est Van Gogh. Il se trouve que depuis 1 an et demi, 2 ans, Van Gogh revient très à la mode, justement grâce aux outils numériques. Alors, première manière de faire revivre Van Gogh, c'est l'impression 3D et les expositions que l'on peut en faire. Alors, l'un des projets ou l'une des initiatives que j'ai trouvé la plus, j'allais dire farfelue, mais c'est la plus innovante et la plus audacieuse, c'est ce qu'a fait le musée d'Amsterdam en décidant de reproduire alors c'est presque de la 3D, c'est de la 2D et demi, les 10 principaux chefs-d'œuvre du musée, de la collection, d'organiser une exposition itinérante de ces reproductions très haute définition, et donc reproductions qui reproduisent même le trait du peintre, l'encadrement original de la peinture. Et ces expositions sont organisées dans des lieux totalement atypiques, dans des centres commerciaux, dans des hôtels, dans des écoles, où le public est invité à toucher les œuvres. Et à la fin de l'exposition, 100 exemplaires plutôt de ces 10 œuvres, vont être vendus au fil des expositions 25 000 € pour financer la rénovation du musée de Van Gogh. Et ce qui est intéressant, c'est que ces expositions sont évidemment faites dans des endroits, on va dire, des terres à défricher en termes de rayonnement culturel ou d'activité culturelle. Donc ce sont les pays émergents. Donc l'exposition a commencé en Chine, elle est allée ensuite à Dubaï, elle va aller en Amérique latine. Donc manière nouvelle de toucher des publics différents avec une expérience différente. Deuxième utilisation de l'impression 3D pour Vincent Van Gogh, un musée en Allemagne qui a reproduit l'oreille de Vincent Van Gogh grâce à l'ADN de son petit-fils, qu'il l'a imprimé en 3D et qu'il a présenté dans une exposition. Cette oreille se balade maintenant dans le monde, et après Karlsruhe, elle est allée par exemple à New York. Deuxième type de nouvelle technologie utilisée dans le cadre des œuvres de Van Gogh, c'est l'immersion. Et donc là, il y a beaucoup d'exemples, mais extrêmement récents, on va dire dans les 3 ou 4 derniers mois. Donc, par exemple, Auvers, le château d'Auvers-sur-Oise,
propose maintenant une expérience immersive dans un espace qui s'appelle, donc l'expérience s'appelle Van Gogh Experience. Au même moment à Shanghai, une exposition propose que des reproductions haute définition de Van Gogh dans une exposition faite donc que de virtualité, une exposition réelle mais faite que d'œuvres de reproduction virtuelle. Et c'est en 360, tous les murs font l'objet de cette reproduction haute définition pour obtenir cette expérience d'immersion. Et dernière expérience d'immersion, c'est avec les lunettes. Je vous disais, c'est le phénomène qui est en train de se développer et l'outil qui est en train de se développer le plus actuellement, notamment parce que Facebook a racheté Oculus Rift et donc maintenant va utiliser sa force marketing pour développer son utilisation. Et donc deux artistes récemment ont proposé une exploration, une visite de deux œuvres de Van Gogh en utilisant les lunettes Oculus Rift. Alors, je vais vous montrer un petit extrait de cette expérience avec Van Gogh. Je vais juste trouver le bon fichier. Voilà. Donc c'est The Night Café. Je crois qu'il y a une petite musique avec. C'est parti. Imaginez, là on voit sur l'écran, imaginez sur des lunettes, avec en plus la possibilité à partir de janvier 2016, avec les Oculus Rift, que par un simple geste de la main, vous pouvez naviguer, cliquer sur des espaces qui vous proposent des contenus supplémentaires. Alors là, on navigue au sein d'une œuvre. Imaginez lorsqu'on pourra naviguer au sein d'un musée, que ce soit un musée réel ou un musée imaginaire, cher à Malraux, avec les œuvres que vous aurez choisies dans un catalogue. Je vais vous montrer, comme j'ai parlé assez vite, j'ai pas pris de retard, je vais vous montrer une deuxième petite vidéo. Hop là. Même expérience que les Oculus, que ce qu'on vient de voir à l'instant. On va aller dans la nuit étoilée. Alors je fais une petite manipulation directe, live. Hop. Il y a de la musique aussi, je pense.
ça, c'est une expérience, enfin, c'est un projet qui a été monté par une start-up italienne. Et alors, vous avez peut-être pensé que c'est totalement futuriste, que ça coûte très cher, etc. Je peux vous donner deux exemples récents en France d'utilisation de cette technologie. Une petite galerie d'art à Arles, qu'il a utilisée par exemple dans le cadre d'une exposition d'art contemporain, et qui a demandé à un de ses artistes de concevoir quelque chose en utilisant l'Oculus Rift, qui permettait de, un peu pareil, un peu à l'image de ce qu'on vient de voir sur les œuvres de Van Gogh, d'explorer une œuvre. Et l'Institut du monde arabe, il y a 4-5 mois, qui dans le cadre de son exposition baroque contemporain, a proposé de visiter, pour les visiteurs de l'exposition à Paris, pouvaient visiter l'atelier de l'artiste marocain et son lieu d'inspiration pour les œuvres qu'il exposait dans cette exposition. Voilà le tour du monde. Désolé, ça a été un peu rapide. Je peux éventuellement répondre à une question ou deux questions, si vous avez des questions à chaud sur cette présentation. Et ensuite, on enchaînera avec la première table ronde.